Oyez, oyez, peuple de Konoha, bienvenue sur Noir Ninja, la chaîne qui parle de Japanimation, mais pas que, puisque depuis quelques temps, avec le collègue Little Gaming, on vous propose l'émission Zone Manga. Si vous avez raté l'épisode pilote, tout est en description, dans le petit i, l'affiche en haut à droite, vous connaissez les bails. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt à l'émission Allons discuter. Je vais rapidement rappeler le concept. Je vais reprendre une série, une saison, un arc, en faire le bilan, vous dire qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, mais pour ce faire, on va aller piocher des éléments qui vont étayer notre propos, donc c'est garanti spoil. Donc j'ai envie de dire que maintenant que toutes les parties sont averties, on va s'intéresser à The Promised Neverland. Je vais découper mon propos en deux parties. La première sera consacrée à la saison 1, on va y faire brièvement un petit tour, et la deuxième partie sera elle consacrée à la saison 2, et j'ai envie de poser une question fondamentale: pourquoi ils ont fait ça? Parce que franchement, je ne comprends pas. Et résultat, mon cœur est blessé et je suis déçu. Non, écoutez, allons-y directement, ne perdons pas plus de temps. Alors, comme convenu, nous allons parler de la saison 1 de The Promised Neverland. Lorsque nous sommes introduits à celle-ci, nous est présenté trois personnages qui sont Norman, Ray et Emma, qui sont des orphelins et qui évoluent avec une vingtaine d'autres enfants exactement dans la même condition qu'eux. Et tout ce petit monde-là est chapeauté par une certaine Isabella que tous les enfants appellent Mama. Et on découvre assez rapidement et dans un premier temps que tous ces enfants ont un QI très largement au-dessus de la moyenne. C'est une information qui va prendre son sens un peu plus tard. On découvre aussi que les enfants vivent leur meilleure vie malgré leurs conditions. Ils sont nourris, ils sont logés, ils ont la possibilité de gambader, certes sur un périmètre donné, mais quand même. Et le truc le plus terrible qui pourrait peut-être leur arriver, c'est de savoir que potentiellement un de leurs camarades sera adopté et connaîtra une nouvelle vie avec une autre famille. Mais finalement, vu le contexte, c'est tout à fait normal. Mais ils peuvent quand même compter sur l'affection de Mama jusqu'à ce que ce jour arrive. Et là, on pourrait même se dire, mais en fait, on est dans le film, le bonheur est dans le pré. Non, parce que le scénario va passer par là et va dire, mais laissez-moi vous narrer la vraie version de l'histoire. Et lorsqu'on découvre celle-ci, on apprend quoi? Que l'orphelinat n'est qu'une ferme, dont les enfants sont le bétail, et Isabella n'est que le berger sélectionnant le meilleur mets pour ses patrons. Et qui sont ces patrons? Ce sont des démons qui affectionnent les enfants intelligents, histoire de leur bouffer le cerveau. Et donc lorsque nos trois protagonistes vont apprendre la vérité, va se mettre en place une partie d'échecs dans laquelle les enfants vont devoir s'échapper de l'orphelinat en emmenant un maximum d'entre eux à l'extérieur. Et pendant ce temps, Mama va devoir en fait les retenir. Et c'était super palpitant à suivre parce que tout le long de ce périple, entre les manigances où tu as tel personnage qui va te dire « j'ai réuni telle information durant tant de temps », où j'ai été une top dans le cas de Ray et j'ai joué sur les deux tableaux, ou alors Isabella qui va faire appel à une aide extérieure pour pouvoir mieux contrôler et surveiller les enfants. Mais tout le long de ce périple, on a des pièces qui sont mises à disposition du spectateur. S'il les rassemble avant la fin de la ligne, peut voir certaines choses venir. Mais si comme moi, vous avez été porté par le scénario, la tension et la mise en scène, à la fin, tout va vous exploser à la figure en mode « Waouh ! Mais je l'avais tellement pas vu venir, mais c'était tellement évident en même temps. » Sauf que le temps que vous imprégnez cette information qu'elle montre à votre cerveau, lorsque les enfants ont réussi à déjouer tous les plans et qu'ils s'apprêtent à quitter l'orphelinat, qu'est-ce qu'on découvre? C'est qu'il y a un vaste monde qui les attend avec certainement son lot de mystères qui va encore nous captiver. Et donc franchement, cette première saison s'était terminée sur de très bonnes bases et donnait envie d'en savoir plus. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'est pas du tout passé comme prévu et il va falloir qu'on en parle dans cette seconde partie. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, allons-y. Je ne comprends pas. Alors, je sais vraiment pas par où commencer cette deuxième partie, mais une chose est sûre, j'en avais à vous faire. J'ai trouvé cette saison 2, comment vous dire, décevante, nulle, voire insultante pour tous ceux qui auraient potentiellement kiffé énormément la saison 1. Et donc, maintenant que j'ai un petit peu vidé mon sac, on peut s'attaquer au contexte de la saison 2 et celui-ci nous projette un an plus tard après les événements de la saison 1. Et ce qui est dommage en fait avec cette projection, c'est qu'aucun personnage tout le long de cette saison 2 n'a fait mention de cette année-là pour mettre à jour le téléspectateur. Il n'y a pas eu de flashback expliquant ce qui s'est passé, même ne serait-ce que brièvement. Et donc, il y a un peu
petit manque de savoir mais qu'est-ce qui s'est passé pour eux, les conduisant au fait qu'on les retrouve dans cette forêt, essayant d'échapper à des démons, essayant d'échapper aux gens de la ferme. Et donc moi je me suis senti un petit peu lésé sur cette partie-là, mais bon, c'est pas grave parce que finalement Mujika avec son comparse sont là pour les aider, pour faire face justement aux événements qui leur tombent dessus, notamment en leur apprenant les rudiments de la survie en monde extérieur, en leur apprenant à fabriquer des arcs, des flèches, à repérer les mammifères dont ils peuvent se nourrir, à repérer les fleurs non toxiques pour pouvoir subvenir à leurs besoins les plus fondamentaux. Donc cette partie-là est relativement cool, c'est une partie durant laquelle ils apprennent à discuter avec des démons, ils se rendent compte que tous ne sont pas pareils, tous ne sont pas des mangeurs d'hommes et certains d'entre eux sont sympathiques, c'était très mignon. Mais ne voilà-t-il pas, puisqu'un problème n'arrive jamais seul, tel un lance-pierre qui nous est envoyé à la figure sans aucun avertissement, on apprend que Norman est en vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune mise en bouche, il n'y a aucune introduction, il n'y a aucun mystère qui plane, il n'y a aucun mec à capuche qui apparaît avec une petite mèche blanche pour nous laisser sous-entendre qu'il est en vie. Non, le gars pop tel un Pokémon de notre figure et en fait, je suis en vie. Il retrouve Emma et Ray, on ne sait pas ni comment, ni pourquoi. Les gars nous ont juste balancé un mini flashback sous forme de diaporama. Ah oui, en fait, Norman était dans le laboratoire lambda, il a subi des expériences, il va peut-être mourir ou il va peut-être pas mourir parce qu'il crache du sang uniquement quand ça arrange le scénario. Ah, en fait, Norman a de nouveaux amis qui étaient eux aussi dans le laboratoire. En fait, ça nous s'est balancé comme ça en mode, ah ben bon, mais puisque vous voulez des détails, ben voilà les détails, et puis voilà, faites avec. Je me suis dit, mais non. Après quoi, qu'est-ce qu'on apprend? C'est que Norman se dit, bon, puisqu'il me reste pas beaucoup de temps à vivre, écoutez, je pense qu'il serait de l'intérêt commun de tuer tous les démons afin que ma famille et les autres humains puissent vivre en paix. Sauf que, de la même manière qu'on nous a lancé le premier lance-pierre sans aucun avertissement, Emma débarque et dit à Norman, mais en fait, moi je veux qu'on vive en paix avec les démons. Je suis en mode, mais Chabine, ça sort d'où ça? C'est pas parce que tu as parlé 2 minutes avec un démon que tu vas me faire croire que tu as développé une empathie tellement incroyable que tu as envie de sauver tout le monde. Parce que j'ai envie de vous dire que cette décision sortie de nulle part, certes, ça correspond à Emma, mais en même temps, ça fait d'elle une parodie de son propre personnage. Parce que dans la saison 1, on a une Emma qui va interagir avec les enfants, qui va vivre des bons ou des mauvais moments avec eux. Et donc, on comprend vraiment le lien qui les unit. Et lorsqu'elle dit « je veux sauver tout le monde malgré le danger que le monde extérieur représente potentiellement », j'ai vraiment envie de le faire. Et moi, en tant que spectateur, j'y crois parce que j'ai vu comment elle est avec ses autres frères et sœurs. Sauf que là, c'est pas une conversation où on t'a montré comment choper une plante ou un lapin. Tu vas me faire croire que tu as envie de sauver tout le monde. Je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas. Mademoiselle cela joue Naruto Sennin. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que Mujika possède ou un sang maudit, je ne sais même plus, qui est capable en fait de faire en sorte que les démons ne régressent plus et qu'ils ne mangent plus d'êtres humains. Je suis en mode, mais d'accord, très bien, mais qu'est-ce qu'elle a de particulier? Qu'est-ce que son sang a de particulier? Pourquoi tout le monde veut la retrouver? C'est nous est vaguement expliqué qu'il y a quelqu'un qui existait il y a 700 ans, qui leur a permis à certains démons de ne pas régresser. Je me fais d'accord, très bien, mais sinon avec plus de détails et plus d'éléments, ça donne quoi? Et le scénario et l'histoire me regardent en mode, tu ne le sauras jamais. Voilà, passons à autre chose. Et là, oh là là, mais c'est à partir de là, mais ça n'a fait que régresser. Norman met en place son plan, ou du moins c'est le bêta-test de son plan. Il s'attaque à un village de démons. Et là, tu as Emma qui débarque et qui fait « Non, Norman, le mal, c'est mal, et gentil, c'est elle bien. Laisse-nous t'aider. » Je fais « What? Mais... » Non, s'il te plaît, mais fais ça de façon plus intéressante. C'est-à-dire que pile poil au moment où Norman va faire face à ses doutes et face à ses actes et à les conséquences de ses actes, Emma débarque ne laissant même pas le temps aux gars de réfléchir en fait. Et je trouve non, mais je me suis dit mais non, les gars abusent et ça continue jusqu'à la fin de l'anime où on apprend qu'il existe une reine des démons. Momzilla fait que pop de nulle part.
On apprend que Isabella en fait voulait trahir les gens de la ferme. Et là encore, ça sort de nulle part. On nous balance ça avec un lance-pierre sans aucun avertissement. Et toutes ces petites informations, en vérité, fondamentalement, l'idée, l'essence même, elle est super intéressante, mais c'est amené de façon tellement agricole que ça m'énerve au plus haut point. Et la fin de l'anime, mon Dieu, je n'ai jamais rien vu d'aussi niais de toute ma vie. C'est-à-dire que c'est peut-être un autre anime que Promise Neverland m'aurait proposé cette fin, j'aurais dit sympathique sans plus. Mais là, quand on connaît le potentiel de Promise Neverland, on peut pas tolérer ça. C'était nul. Et en fait, j'ai même plus envie d'en parler. Donc voilà quel était mon avis sur le peu que j'ai pu vous en dire. Et je vous laisse tranquillement profiter de la vie. Et ne regardez pas la saison 2 de Promise Neverland. Et si vous l'avez vu, franchement, je suis désolé pour vous, mais c'est... Waouh. Écoutez, je pense qu'il est temps de vous dire que je vous souhaite une très belle et longue vie. Et surtout une vie très 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 loin de cette saison 2. Parce que voilà, c'était nul. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir, merci.